Allez, top chrono, mon gars. On va faire la performance. Bien. Je suis vraiment très content d'être présent avec vous. Alors, c'est sûr que moi, je m'intéresse à quoi? Je m'intéresse à ce qu'on appelle les technologies en éducation, depuis un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et donc, tout ça pour dire que ça m'a amené à avoir un certain regard, un certain recul par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Et toujours en me posant la question, mais maudite, qu'est-ce qui est nouveau dans ce qui se passe là? À part le fait que tout le monde s'excite là, que voilà. Donc, ce que je vais essayer, c'est d'objectiver un peu le propos en prenant appui sur un certain nombre de travaux. Oui, je tiens à remercier, puis je remercierai sûrement plusieurs fois dans les 20 minutes les personnes qui ont contribué. Là, il y a mon nom, mais au fond, j'aurais pu mettre anonyme ou collectif, qu'il faudrait nommer tellement il y a de monde qui participe à ça. Puis il y en a plusieurs dans la salle et je les remercie. Donc, l'objectif de ça, c'est de se dire, pour ceux qui étaient là la dernière fois, vous vous souvenez, le 13 février 25, on est en 26, j'avais terminé là-dessus en disant, l'IA, il faut qu'on se parle. Oui, il faut qu'on se parle. Puis une année après, il faut encore s'en parler. Il faut encore s'en parler, puis s'en parler dans une perspective, comment dire, qui est de dépassionner et puis de se positionner en tant qu'humain, mais pas dans un affrontement humain-machine, parce que ça, on sait que ça fonctionne pas. L'objectif de ça, c'est bien sûr qu'on le sait que ça va rester. Le coup de la patte à dents, on le sait, je le dis à chaque fois, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se met la tête dans le sable, on se trouve une île déserte, il en reste encore quelques-unes et on joue les Robinson, ou bien est-ce qu'on essaye de considérer ce phénomène comme étant un phénomène, c'est-à-dire un phénomène événementiel qui, comment dire, vient agir sur la trajectoire de développement professionnel, personnel, éducatif. Tout en rappelant que rien n'est neuf. Et je le redis, rien n'est neuf dans tout ça. Hein? Et ça, il faut s'en souvenir. Je pense que, je suis toujours un peu provocateur pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est qu'on souffre d'une amnésie de notre rapport à la technologie dans les sociétés et en éducation. Je ne dis pas qu'il faille refaire toute l'archéologie, développer des compétences anthropologiques autour de ça, mais il me semble qu'il y a un essentiel de se souvenir au fond que l'homme, avec un grand H, excusez-moi mesdames, messieurs et les autres, mais comment on développe une posture assez particulière, car la première réaction que nous avons face à une technologie, c'est un mécanisme de défense. Comme quoi, hop, ça va me toucher, mais au fond, ça va toucher mon intégrité. On pourrait philosopher là-dessus parce qu'il y a un vrai sujet autour de ça, parce que les mécanismes de défense viennent aussi du fait qu'il n'y a pas d'acceptation de notre vulnérabilité, mais je pourrais revenir là-dessus. Vous avez eu le temps de lire, ça c'est au moment de l'apparition du livre, et au fond, vous mettriez l'IA là-dedans à la place, c'est exactement la même chose. Qui n'a jamais entendu dire que ils vont être dépourvus de jugement, ils vont plus savoir penser, plus être savants, etc., que si on leur enlève les IA, ils seront capables de rien? Oui, ok. On pourra en parler au Cro-Magnon, mais ils ne sont pas pu venir. La deuxième chose, si vous voulez, c'est qu'on est plein de mythes dans nos têtes. Il a été fait mention de l'électricité tantôt. Une illustration de 1910. Oui, je sais, Benoît, je l'ai déjà présenté. Toutefois, j'ai fait un petit ajout, c'est que est-ce qu'en 2031, ça sera encore la même chose? Pour celles et ceux qui consomment de l'eau, des ressources, des terres rares à faire générer des photos par des IA en disant fais-moi une classe d'école, etc., qu'est-ce que ça produit? Ça produit ça. Au fond, de la même manière qu'il va nous dire que le cerveau est un muscle, etc. Donc, c'est empreint de mythes et de choses qui ne nous aident pas à prendre, à mon avis, le recul nécessaire. Le recul nécessaire, c'est une acceptation. Ça a été dit tantôt, l'acceptation du pharmacon. C'est pas un mot grossier. Hein, pour ceux qui ont fait du grec, etc., je vous renvoie à vos lettres. L'idée, c'est que l'IA, peut-être qu'une façon d'avancer, c'est de le considérer à la fois comme remède et poison, selon ce que l'on fait avec. Et on a des exemples dans la vie de tous les jours et dans la gastronomie. Et, ok, merci, c'est ça. Donc, au fond, c'est là où j'arrive avec mon petit poisson. Ce fameux poisson fougou. Ce poisson fougou qui a cette caractéristique d'être mortel. Sauf lorsque vous avez la chance qu'il soit préparé par une personne qui sait enlever tout ce qui sera, j'allais dire un joli truc qui n'existe pas, mortélisant. C'est beau quand même, hein? Ça n'existe pas, on s'entend. Mais voilà. Donc la traduction, c'est impossible. Hein. Donc l'objectif, si vous voulez, de ça, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je fais avec cette affaire? Alors bien sûr qu'on voit que ces outils sont présents, puis je suis pas en train de dire qu'il faut les flusher, pas les considérer, parce qu'on les utilise, ça nous amène à penser, etc., etc.
Et bien sûr, avec ces imaginaires que le robot est à nos côtés comme une forme d'esclave. Est-ce que, je veux dire, c'est toujours ce mythe du pédagogue tel l'esclave dans le monde hellénique qui nous conduit au savoir? Donc, est-ce qu'on en est toujours là ou est-ce qu'il n'y a pas à changer de posture et de changer d'angle de vue? Et changer d'angle de vue, peut-être, c'est arrêter de dire que c'est pas un ami, c'est pas une ennemie, c'est autre chose, d'être dans cette dualité, dans ces tensions. Parce que je pense que là où nous amènent ces questions d'IA, c'est vraiment des questions de la tension. Et il était fait mention de capacité tout à l'heure, de se dire, mais est-ce que l'enjeu pour nous toutes et tous présents ici, n'est-ce pas de devenir des maîtres fougous de l'IA? C'est-à-dire d'essayer d'appréhender ce qui, je veux dire, est à conserver et en contexte et tout, mais au fond, comment faire en sorte que nos préparations culinaires ou culino-pédagogiques, etc., soient, comment dire, délicieuses et ne créent pas de troubles gastro-entériques. Tout ça, on est dans un contexte qui souvent, je trouve, est un peu, comment dire, mis de côté. Le contexte sociétal qui, au fond, nous amène, et là je vais dire en tant qu'acteur de l'éducation, parce que je me situe dans ce domaine-là, à devoir gérer un certain nombre de tensions. Il ne vous aura pas échappé que la société est en mouvement, que vraiment si tu performes pas, si tu fais pas 4 articles, si tu fais pas 5 demandes de subvention, etc., ça marche pas. Et que tout de suite, qui aujourd'hui se donne et s'offre un cadeau de 30 minutes à ne rien faire? OK, merci. Eh bien, je vous plains. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est on est dans ce truc de l'immédiateté, dans, comment dire, ce besoin de satisfaction du désir immédiat. C'est sûr que l'hédonisme est comme, comment dire, prôné comme une valeur, etc. Et puis, je veux dire, au nom du développement individuel et de l'individu, bien, une altération du social. Je fais juste rappeler ce qu'est la société aujourd'hui, hein. C'est ça. Bon, vous allez me dire, il a peur. Donc l'idée, si vous voulez, c'est qu'on essaye de voir un peu, pour aller au-delà de ça, à travers les travaux, de dire, mais au fond, qu'est-ce qu'on sait dire aujourd'hui sur les utilisations de l'IA? Merci Geneviève, c'est le travail de Geneviève que vous voyez là. Euh, la mise en forme, hein, on s'entend. On a participé quand même par le fond. L'idée, si vous voulez, l'idée est simple. Je vais aborder quelques idées avec vous par rapport à ces thématiques-là. C'est que il me semble qu'aujourd'hui, appréhender l'IA en éducation, ça revient à faire en sorte que la main gauche ne doit pas ignorer ce que fait la main droite et inversement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire ah oui, mais ils font des résumés avec, ou soi-même on fait des résumés avec, c'est pas bon, ou il faut absolument qu'on rentre en dialogue socratique avec ces outils-là. Non. Je pense qu'il faut revenir à des principes qui pédagogiquement sont ancrés dans les travaux depuis 50 ans, 70 ans et même avant, si on remonte à Kant ou aux jésuites, de se dire mais au fond, comment ces outils-là, par les différentiels de fonctionnalité, de possibilités, peuvent soutenir le développement de l'individu à différents moments de sa trajectoire développementale et du processus cognitif. Ici, c'est quoi? Au fond, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a deux grands types d'utilisation. Une utilisation qui est orientée vers aller plus vite, et on peut le dire, et je veux dire, vous avez fait déjà 30 fois la même opération, vous dites, celle-ci, je la maîtrise, la confier à quelqu'un, je veux dire, ou à un objet, à un agent, c'est peut-être pas si pire. Pour autant que le temps que vous gagnez, vous le réinvestissiez à bon escient. Parce que toujours la petite question que je pose, c'est que faites-vous du temps gagné? Il me semble que... Et puis, comment dire, dans ces deux polarités, dans cette ambidextrie d'usage, de se dire, ben, peut-être qu'aussi, l'enjeu, enfin, la possibilité offerte par ces outils-là, ben, c'est justement d'aller plus en profondeur. D'aller plus en profondeur et d'accepter que aujourd'hui, eh bien, peut-être qu'apprendre, c'est accepter l'incertitude et peut-être qu'aussi que la mobilisation de ces outils par les approches pluridisciplinaires, par le, comment dire, le déplacement des frontières des savoirs et de l'accès à la connaissance, ben, nous amène aussi, nous, à comment dire, faire en sorte d'être en situation de pouvoir appréhender des situations, des objets, des événements avec différents points de vue qui étaient beaucoup plus difficiles jusqu'à présent parce qu'il était plus difficile d'accéder à l'information minimalement. Donc, un premier élément, la main gauche n'oublie pas la main droite et réciproquement. Bien sûr qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux qui sont ces enjeux de déresponsabilisation cognitive, alors qu'on appelle la superficialité, etc., mais qui me semble, moi, puis pas que moi, bien sûr, hein, je ne suis que la voix, le porte-voix d'autres personnes, mais de dire comment gérer ce risque.
Mais déjà, gérer ce risque, c'est d'accepter qu'il existe et d'accepter quelles en sont les conséquences de ce risque-là, et notamment sur le champ de la, comment dire, de la superficialité, de la dépendance, de tous ces éléments-là qui sont de véritables enjeux. Et je pense que c'est en posant ces enjeux-là où chacun va pouvoir prendre conscience de ce qui est en train de se passer et peut-être de prendre un positionnement qui est davantage approprié à des activités d'enseignement, d'apprentissage, de développement du sujet. Merci à deux personnes qui sont là et qui sourient, donc ils savent, vous saurez les reconnaître. Au fond, l'enjeu derrière tout ça, c'est aussi d'appréhender, mais de manière réfléchie et distancée, toute cette question des biais et non pas d'en faire uniquement des anecdotes ou de dire, ben voilà, je vais mettre ce grand titre-là dans mon journal et ça va faire du buzz. Non, l'idée, je pense vraiment, on est dans une dynamique nécessaire de compréhension qui peut-être nous amène à placer trois types d'utilisation de ces outils à la fois comme prothèse, c'est-à-dire de faire à ma place, mais aussi de faire à ma place quand je ne peux pas faire quelque chose. Si moi, par exemple, il y a un texte en biélorusse qui me semble intéressant et je ne connais pas le biélorusse, non, je connais pas, je suis désolé, mais demander une sollicitation à un outil pour faire ce travail-là à ma place, ben, ça va me permettre, dans une perspective inclusive, de surmonter un obstacle et d'aller plus loin. Donc, l'enjeu, c'est plutôt aussi de se dire, mais pourquoi je veux utiliser et qu'est-ce qu'il y a derrière et quelles sont les intentions? Je vais vite, vous l'avez compris. Mais l'idée, si vous voulez, c'est qu'on a trois figures d'usage, on pourra revenir, etc. Vous lirez ce qu'on fait, vous verrez où trouver cette information-là dans quelques instants. Je conserve le secret. De façon à se dire, mais au fond, c'est vrai que c'est comme la Tour Eiffel, vous savez, là, vous avez bien entendu que je suis pas né au lac Saint-Jean. OK. Et donc, la Tour Eiffel, il y a quatre côtés, là. Mais c'est quatre tours Eiffel différentes parce que derrière, en arrière-plan, il y a autre chose. C'est comme la tour de Pise, hein, c'est exactement la même chose. Elle est très laide, la tour de Pise, vous ne le savez pas, mais autour, c'est vraiment laid, là. Sauf que toutes les photos sont prises avec le bon angle, qui vous laisse croire que le monde, c'est ça. Donc, vous voyez que la manipulation, les défauts, c'est pas d'aujourd'hui. Dès lors, ça fait du buzz. Donc, l'enjeu, si vous voulez, c'est plutôt de se dire, mais peut-être que il faut ouvrir notre esprit quant aux différents types de figures d'usage de ces outils-là et de se dire, mais parce qu'en fait, il y a plein de... ouais, excusez-moi, je souris pas forcément avec tout le monde, mais soyez pas vexés. L'idée, si vous voulez, c'est de dire peut-être qu'il y a plusieurs types de figures d'utilisation de ces outils dans un acte d'enseignement d'apprentissage. Et peut-être, je reviens toujours à mon idée, que la conscientisation de ces possibles développe notre capacité, comment dire, à faire des choix appropriés au moment où on souhaite mobiliser ces outils-là dans les processus d'enseignement et d'apprentissage. Donc, différents cas qui sont mobilisés, qui sont issus des travaux que nous faisons et dont on voit bien, et c'est l'objectif de ces figurations, qu'ils positionnent différemment l'humain par rapport à l'outil. J'aime pas dire ça, mais bon, on va y aller comme ça. Mais aussi que, je veux dire, ça positionne différemment le rôle du dialogue. Parce qu'au fond, tout ça, et apprendre, qu'est-ce que c'est? Apprendre, enseigner, comprendre, tout ça, c'est un effet de dialogue. Que on soit dans un dialogue socratique avec les autres, avec soi-même, etc. Mais on sait que c'est la mise en... Et tout ça qui doit être appuyé par l'esprit critique. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais s'il n'y avait qu'une seule chose à enseigner aujourd'hui, c'est l'esprit critique. Plus de français, plus de maths. Non, si, bien sûr. Si, hein. Je ne vais pas enlever votre job, tout ça. Mais l'esprit critique qui nous amènerait à, ne cherchez pas à tout voir, mais qui nous amènerait en quelque sorte à, comment dire, développer nos capacités dans un art qui est l'art du questionnement. Et c'est un truc qui n'est pas récent du tout. Hein. Tout ce que je vous dis là est vieux, comme moi là. Mais voyez, au fond, c'est ça. C'est-à-dire que, mais qu'est-ce que l'art du questionnement? Qu'est-ce que l'esprit critique dans tout ça? On pourrait passer plein de temps. Juste ça, vous aurez des explications plus tard ailleurs. Mais retenez ça, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas qu'il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Je pense qu'il n'y a rien de compliqué dans le rapport que l'on a ou que l'on peut entretenir avec ces outils-là. La seule chose, c'est que l'on ne prend pas le temps de se poser des questions qui, à mon avis, sont à se poser. Parce qu'on veut aller vite, on veut trouver la dernière fonctionnalité de machin, de trucs, de savoir, oui, dans notre bout de KLM, comment je modifie le code. OK, mais ça a toujours été. Bien sûr, au début de la voiture automobile, du moteur à explosion, certains voulaient construire. Et aujourd'hui, qui soulève encore le capot de sa voiture là? Bon, donc faut arrêter ça. Ce qui est singulier, somme toute, quand même, c'est cette dimension anthropomorphique du rapport à l'objet technique.
Et ça, je ne veux pas revenir dans le détail de tout ça, parce que je vais dire des sottises, puis il y a des personnes qui sont très spécialisées en psycho, etc. Donc, mais toutefois, je veux dire, pour moi, des fois, c'est comme si c'était une phase régressive de l'enfant, du jeune enfant, avec des objets inertes. Et on voit bien que ces outils-là ont également toutes les caractéristiques de l'anthropomorphisation. Vous aurez le support, donc vous pourrez aller voir. Et ce qui explique aussi le pourquoi, le comment, on a cet entretien un peu particulier. Je sais que vous leur dites bonjour, merci, vous avez la pression. Mais attendez, vous n'avez pas de voisin, de voisine à qui dire bonjour et merci à tous les matins? C'est triste. Donc l'objectif, si vous voulez, c'est plutôt de se dire, prenons conscience de tout ça et qu'est-ce que ça peut retenir. Comme il reste 3 minutes, c'est ça? Hey. Ben, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ben, déjà, des choses, c'est que oui, on est dans ce contexte-là, et peut-être d'assumer le fait que ben, l'éducation, hop là, l'éducation, c'est autre chose. L'éducation, c'est pas de la performance, c'est de l'apprentissage, c'est de la modification de processus internes, c'est la mobilisation des fonctions cognitives, c'est un développement global de soi qui mobilise le corps, l'esprit et l'émotion, et donc c'est dans cette entièreté qu'il faut considérer les choses. Donc, c'est pas uniquement d'aller vite. Que ce qui est important, c'est de décélérer parce que le temps d'apprentissage n'est pas le temps de la machine. Et ça, c'est vieux comme le monde, on le sait, même si les machines nous amènent à faire des choses plus vite, mais nous, dans notre intérieur profond, dans notre construction cognitive, psychique, synaptique, je veux dire, ça va pas plus vite. D'accord? Et puis, l'idée peut-être aussi, c'est non pas d'être uniquement dans le désir d'un résultat de la performance, mais de réhabiliter ce qu'on appelle la dimension eudémonique de l'effort, c'est-à-dire la satisfaction de l'effort accompli. Et ça, c'est un élément important qui ramène aussi au cœur de l'apprentissage le collectif. Et non pas, et de veiller à faire en sorte que, à mon avis, les usages que l'on accompagne, etc., ne soient pas dans un renforcement du délitement de la relation sociale, mais au contraire réhabilitent le social dans le processus d'apprentissage. Tout ça, ça nous amène à des tensions multiples, dont certaines personnes qui vont participer à un merveilleux atelier qui va avoir lieu tout à l'heure pourront aborder. Mais aborder, comment dire, cette problématique sous l'angle des tensions est peut-être, comment dire, une voie, une alternative, un peu la voie du Tao, qui nous permet de sortir de l'opposition entre les anciens et les modernes, entre, comment dire, les pour, les contre, etc. Mais plutôt de s'interroger à un niveau, vous allez me dire, c'est trop méta, oui, la philosophie, c'est bien, mais ça ne me donne pas le pain quotidien. Bah, peut-être que si. Et de se dire, mais comment je peux considérer ces différentes dimensions. J'ai parlé de l'accélération, mais aussi la dépendance versus indépendance. À partir de quand on est dépendant, à partir de quand on est indépendant. Il y a des dépendances comme le stress qui peuvent être positifs. Tout dépend ce qu'on met derrière la dépendance, bien entendu. Tout ça, ça amène, je pense, au cœur des systèmes éducatifs à, comment dire, développer la capacité des personnes à faire en sorte que ces objets-là deviennent des instruments. C'est-à-dire que les acteurs, quels qu'ils soient, à quelque niveau qu'ils soient, soient en capacité de dire c'est pour ça que je vais utiliser et non pas uniquement parce que c'est présent et que ça me permet d'aller plus vite. Comme je vais vite, je ne peux pas aller dans le détail de ça, mais ça non plus. Donc voilà, c'est ça la frustration. Ça va avec. Mais l'idée, si vous voulez, c'est vraiment de se dire, par rapport à l'IA, il faut qu'on en parle. Vous vous souvenez de l'image de tout à l'heure. Ben, peut-être d'être dans cette perspective de dire, mais en quoi, comment la pratique, le rapport que j'ai à ces outils-là peut soutenir le développement d'une agentivité conjointe autonomisante. Les deux qualificatifs pour moi sont essentiels. L'agentivité, bon, vous avez tous lu Bandura ou vous pensez que vous l'avez lu. Bon, bref, ça, c'est pas la question. Mais la question du conjoint et de l'autonomisant. C'est-à-dire le conjoint, c'est le faire, l'agir ensemble. Parce que développer ses connaissances et compétences, c'est accepter que l'on se développe dans un rapport d'altérité. Donc, s'enfermer, c'est pas comme ça qu'on va créer une société. Et puis, autonomisante, parce qu'il s'agit justement, dans un processus d'étayage, de faire en sorte que tout à chacun développe ses propres capacités à apprendre, à vivre et à exister. Tout ça, voilà, dans des choses, mais tout en reconnaissant que c'est un processus complexe et dont il convient encore aujourd'hui à sécuriser les expériences de découverte de ce que l'on peut faire, car nous sommes encore à la phase de découverte, nous sommes encore tous des Christophe, alors on va dire que ça peut être féminin, masculin, de ce nouveau monde de l'IA. L'enjeu, et je termine, Madame Nadia,
En 46, Camus écrivait ça et ça m'a vraiment, je me suis dit, mais oui, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un enjeu qui fait, enfin, qui explique le rapport que l'on a à l'IA au fond, parce qu'on est dans une vision du passé, dans ce modèle de la reproduction sociale qui fait que on veut former comme on a été formé, alors qu'on voit bien que les enjeux sont bien différents aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on veut faire de l'éducation? Faire de l'éducation, je trouve qu'on peut avoir des principes, on a tout ce qu'il faut pour poser les choses. Edgar Morin, déjà en 1999, nous avait rappelé quels étaient ces 7 savoirs qui pouvaient être intéressants. On est 26 ans plus tard, je trouve qu'il y a une nouvelle actualité. Et cette actualité qui amène, et je terminerai là-dessus, à redéfinir presque, à redéfinir aussi, nous, ce qu'est apprendre ou enseigner dans nos institutions. Au fond, est-ce qu'apprendre et enseigner, c'est pas développer des capacités à aborder des situations complexes qui mobilisent de la créativité dans une résolution collaborative, et tout ça animé par l'exercice d'un esprit critique maîtrisé. Si vous voulez en savoir plus, nous avons entrepris un travail, comment dire, de production de modules. C'est gratuit, donc il n'y a pas de vente. C'est juste qu'à travers, et je remercie vraiment tous celles et ceux qui participent là et qui vont encore participer davantage à ces modules-là. Mais déjà, 3 sont ouverts sur IA et fondement, IA et cognition, IA et recherche informationnelle. Des modules de 4 heures que l'on a voulu, comment dire, accessibles à toutes et à tous, et donc structurés en 3 niveaux de formation pour permettre aussi de partager, de développer une culture commune. Car je pense, et c'est mon credo en quelque sorte, que c'est à partir du commun que chacun pourra développer ses propres capacités. Merci. Trop rapide de questions. Oui, on a une question. Ah, Madame Paradis. Nadia a commencé. Je vais dire tu parce que je connais Didier. Oui, c'est autorisé. Nadia a commencé par présenter Didier comme étant la personne qu'elle souhaite rencontrer dans le corridor parce qu'il est une personne extrêmement intéressante. Je pense que vous pouvez corroborer maintenant qu'on l'a entendu. C'est pas ma nécrologie. Attendez, je suis encore vivant là. C'est pas ma nécrologie, je suis encore vivant là. En fait, puis pour moi, Didier, pourquoi tu es particulièrement intéressant, c'est parce que tu as une culture générale extrêmement vaste. Je pense que c'est ce que tu nous as partagé à l'instant. Puis, il y a quelque chose qui me semble contradictoire dans le message qui est véhiculé jusqu'à présent, c'est-à-dire que on souhaite développer chez les gens l'esprit critique, mais cet esprit critique-là ne peut pas se déployer si on n'a pas une culture générale très vaste. Puis je trouve que le raccourci avec l'IA, c'est de croire que parce qu'on a accès à une grande bibliothèque, on a accès à toutes les connaissances qui sont dedans. Mais pour moi, si on a une grande bibliothèque, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans les livres, elle ne sert à rien, la bibliothèque. Ce n'est pas un savoir qui est utilisable et qui peut servir au sens critique. Alors, j'aimerais ça voir comment on peut réussir à réconcilier les deux. Bah, à réconcilier les deux, c'est faut éviter de revivre ce que l'Europe a vécu au siècle des Lumières. Excusez-moi, bah oui, je connais. Voilà. C'est-à-dire qu'au moment des encyclopédistes, où il y avait cette croyance que on pouvait tout mettre dans des livres et il suffisait de voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est que à cette époque-là, était mis en place ce qu'on appelait l'enseignement mutuel, c'est-à-dire le partage des, comment dire, la dispute, la discutatio, enfin bref, ces mots latins-là. Mais au fond, ce qui s'est passé, c'est que l'industrialisation est arrivée à étouffer ce mouvement humaniste et développemental. Donc je pense que il y a, et là et je suis pas en campagne, hein, on s'entend, mais je pense qu'on a tous une responsabilité dans ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire dans justement quelle place on fait à l'esprit critique, quelle place on fait à l'altérité, quelle place on fait aussi à la diversité des savoirs et des connaissances mobilisées. Moi, je pense que dans tout domaine, on devrait, enfin bref, oui, je le pense, je l'assume, avoir une culture philosophique, c'est-à-dire dans ce rapport au monde et comment dire, dans cette approche un peu très singulière, triadique, c'est-à-dire de compréhension du monde, non pas de un à un, mais dans la pluralité, et aussi de vraiment développer, quand je dis l'approche de la complexité, non,
Bon, Morin, c'est voilà, c'est quelque chose, c'est pas le seul, mais de comprendre ce que sont les systèmes complexes et les systèmes complexes qui sont de plus en plus complexes, mais sont de plus en plus complexes. Pourquoi? Parce qu'on a de moins en moins la capacité à appréhender cette complexité. Parce que la complexité, c'est pas compliqué, hein? Non, vraiment là, sérieux, sérieux. Mais ne pas confondre non plus avec, ah oui, j'ai une vision holistique. Non, non, attends mon gars. La vision holistique, c'est pas la complexité ni la systémique. Donc, je pense on aurait à développer collectivement ce type d'approche. C'est tout.